Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Budget Zen. Aujourd'hui, j'accueille Florian et Romain du site Mentora Immo. Alors Florian et Romain sont deux investisseurs immobiliers originaires de Bretagne, au parcours un petit peu différent, mais aujourd'hui ils ont monté ce projet pour accompagner les gens dans la démarche d'investissement immobilier, en leur faisant profiter de leur expérience, erreurs et conseils, et sous le concept de mentorat, avec le but de pouvoir bâtir une armée d'investisseurs qui désirent être libres et motivés. Alors, d'une part, il y a Florian qui a découvert l'investissement en 2016 en faisant l'achat de sa résidence principale et avec laquelle il a fait une plus-value de 70 000 euros. Et ça l'a motivé à enchaîner les achats d'appartements et aujourd'hui s'est lancé dans l'immobilier à temps plein. Et d'autre part, Romain qui, lors de son voyage en Australie, a découvert l'immobilier, le potentiel de l'immobilier avec la colocation, et il a décidé d'investir dans l'immobilier en France pour faire de la colocation. Donc bonjour Florian et Romain, comment allez-vous ? Ça va et toi ? Salut Thomas, ça va. Alors, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu la présentation que j'ai faite de votre parcours ? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus par rapport à ce que je viens de dire ? Bah écoute, pour moi c'est à peu près ça. Si tu veux, j'ai acheté ma résidence principale, 2016-2017 vers là. Et en faisant quelques travaux, je me suis rendu compte que je pouvais la revendre beaucoup plus cher que le prix à laquelle je l'avais acheté. Et du coup, ça m'a fortement titillé, on va dire, et je me suis intéressé énormément à l'immobilier. Et j'ai commencé à me former, à lire des bouquins, à regarder un petit peu ce qui se passait, ce qui devait se faire sur Internet. Et au final, j'ai acheté plusieurs appartements que j'ai mis en location. Et depuis ce moment-là, on va dire que je suis tombé amoureux de ce pilier qui est l'immobilier. Et maintenant, je travaille dedans. Voilà. Moi, juste, il y a une petite question qui me vient, Florian, c'est que en regardant un petit peu la plupart des blogueurs qui parlent d'immobilier, il est souvent conseillé de ne pas investir dans sa résidence principale pour commencer. Et toi, j'ai vu que tu as commencé par ça. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul que vous avez tous les deux, est-ce que vous conseillerez ou non de commencer par investir dans la résidence principale ou pas ? En fait, il n'y a pas de méthode secrète. Il n'y a pas de tu commences comme ça et si tu commences autrement, ça se passera mal. On peut commencer en achetant sa résidence principale. Ça peut mettre des freins juste au niveau du taux d'endettement pour pouvoir enchaîner derrière. Maintenant, je dirais que si vous n'avez pas forcément d'argent de côté, donc quand je dis d'argent de côté, c'est si vous avez moins de 10 000 euros par exemple, ça va être très compliqué, surtout en ce moment où on va demander un peu d'apport sur les opérations au niveau bancaire. Ça va être compliqué de se lancer. Maintenant, si vous avez de l'apport, enchaînez tout de suite vers du locatif pour créer du patrimonial. Mais je dirais qu'il n'y a pas de méthode secrète. Tout dépend de chacun. Ça peut marcher en commençant, ça peut marcher aussi en le faisant pendant. Moi, j'ai commencé la colocation, j'ai acheté ma résidence principale après, que j'ai revendue 3-4 mois plus tard. Voilà, c'est. Il n'y a pas de règle particulière pas de méthode. à déconseiller. Alors à part, comme tu dis, le taux d'endettement qui peut être impacté quand tu gardes ta résidence principale longtemps. Mais au final, tu peux acheter et revendre ta résidence principale rapidement. Et vous, au final, ça vous a un peu formé, j'ai l'impression, que ça vous a fait découvrir un peu le monde de l'immobilier, quoi. Oui et non, en fait. Oui et non. L'immobilier, en fait, pour ma part, je l'ai découvert moi en Australie en 2013. Je travaillais pour quelqu'un qui faisait énormément d'argent dans son business et qui réinvestissait tout en immobilier. Donc là, il réinvestissait son cash là-dedans. Donc ça a été un premier déclic. Je suis rentré en 2015, j'ai lancé de la colocation. J'ai fait de la colocation
C'est-à-dire, toi, tu étudiante. étais locataire en colocation ou tu avais dit acheter pour la colocation, pour faire de la colocation? Non, j'achetais pour de la colocation. J'achetais des appartements type T3 que je modifiais en T4. Donc on passait de 2 à 3 chambres. Et après, je faisais entre 500 et 700 euros de cash flow par appartement. Donc le cash flow, c'est le bénéfice net qu'on a une fois qu'on a payé le crédit, qu'on a payé les charges. C'est le bénéfice qui vous reste à la fin dans votre poche. Donc on était entre 5 et 700 euros de cash flow. Donc j'ai fait plusieurs opérations comme ça. J'ai fait une RP aussi, où j'ai fait plus de 40 000 euros de plus-value sur cette maison-là. Donc voilà, une vieille maison, hein, toute simple. Donc c'était pareil, c'était des vieux apparts que j'ai bien exploité. J'ai essayé de bien l'exploiter. On était au début de la colocation, il y en avait très très peu en France. Aujourd'hui, j'en fais plus du tout. Hein. C'était un choix Alors, stratégique. pour quelle raison, je sais pas si tu peux le dire, mais pour quelle raison tu as décidé d'arrêter la colocation? Il y avait des inconvénients majeurs? Alors, c'était une question de temps et de moment, en fait. J'ai fin 2019, là, j'ai senti que voilà, la location, j'y passais quand même un peu de temps, malgré le fait que voilà, c'était pas un truc qui me prenait 10 heures par jour, hein, loin de là. Ça me prenait grand maximum une demi-heure par jour. Mais ça te prenait, tu devais t'en occuper tous les jours quand même. Mais je devais m'en occuper, un petit peu. Tu l'as pas mis en agence? C'est toi qui gérais tout? Là, c'est moi qui gérais tout, ouais. C'est moi qui gérais tout de A à Z. Les entrées, les sorties, la gestion de X ou Y problème. C'était moi qui le faisais. Non, c'est plus un choix de vie, en fait. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ça m'a permis de me bâtir vraiment des finances vraiment très très saines, tu vois, pour après rebondir vers une stratégie de marchand de biens avec Florian et un troisième associé qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Après, pour rebondir sur, je te coupe vite fait, pour rebondir sur la résidence principale, ça dépendra aussi de là où les gens se trouvent en fait. C'est sûr qu'acheter sa résidence principale en étant à Bordeaux, à Paris ou je ne sais où, ça va être très compliqué derrière pour pouvoir réinvestir. Mais si on se trouve dans un petit ton taux patelin, d'endettement, il est moins rien, impacté, quoi. Si ton crédit, il est 400 euros pour ta résidence principale, c'est pas pareil que si tu mets 1002, quoi. C'est sûr. Donc ceux qui disent et qui soutiennent qu'il faut surtout pas acheter la résidence principale, c'est pas que c'est des menteurs, mais pas loin. C'est des gens qui font pas d'immobilier en général, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il y a pas de recette, en fait. Il y a pas de recette, tout dépend de vous, d'où vous êtes, de ce que vous voulez faire aussi dans la vie. Si aujourd'hui vous commencez de zéro et que l'immobilier vous intéresse parce que vous souhaitez devenir un peu libre financièrement, avoir des rentes qui tombent tous les mois, c'est vrai que c'est un super pilier pour commencer, parce que on peut toujours commencer avec du 110%. Alors ça le fait toujours. On peut toujours le faire aujourd'hui, un peu moins qu'avant. Parce que voilà, comme je disais, il demande un peu plus d'apport sur les financements, mais c'est encore possible de le faire. Il n'y a pas de règle en fait, tout simplement. Il faut, si vous n'avez pas de cash, la RP peut être un bon début, ouais. La résidence principale, super levier, parce que derrière vous n'avez pas d'impôt sur la plus-value en fait, et c'est une des dernières niches fiscales avec la location meublée non professionnelle, donc le LMNP. Qui peut vous servir pour faire du cash sans vous faire matraquer par les impôts. Ok, je vois. Et là, aujourd'hui, ce que tu disais, Romain, tu parlais que maintenant vous dirigez en tant que marchand de biens. Tous les deux, c'est vraiment le business là de Mentor Immo, c'est tourné autour de ça, ou au contraire vous parlez d'investissement immobilier en général. Et vous, de votre côté, vous faites que du marchand de biens, c'est ça? Alors notre activité en fait principale aujourd'hui, c'est l'immobilier, de façon large. Aujourd'hui, on est marchand de biens, donc on achète des biens, donc des maisons, des immeubles, des terrains aussi, qu'on divise, et qu'on revend. Donc on peut revendre des appartements, par exemple, à des investisseurs
On a une structure qui s'occupe de revendre des biens, des coques vides en fait, à des investisseurs pour pouvoir faire du déficit foncier, créer de la charge, pour pouvoir faire de la défiscalisation. Bon, après, c'est Mais alors vous, ce que je veux dire, c'est que vous faites pas les travaux pour défiscaliser, vous achetez le bien en l'état et vous le revendez en l'état, c'est ça? plus ou moins ça, ouais. On peut faire les travaux si tu veux. Donc si demain tu veux investir, t'as pas forcément les techniques pour investir. Nous on a des biens, on appelle ça du off market. C'est des biens qui sont pas affichés sur le marché. Donc c'est des biens qu'on va diviser, qu'on va rénover, et on va les revendre en coque vide, donc brut de béton. Et derrière on pourra proposer un forfait en fait de travaux pour qu'on puisse finir les travaux. Si vous n'avez pas d'artisan, si vous connaissez pas, vous maîtrisez pas le sujet, on pourra le faire pour vous, mais en vous facturant en fait les travaux Ok. à votre nom. Comme ça, la personne pourra défiscaliser, créer du déficit. Utiliser les travaux pour réduire son impact sur la partie fiscale. Donc ça c'est notre activité principale, si tu veux, c'est de faire de l'achat-revente de manière globale dans l'immobilier. C'est notre activité principale. Et à côté, on a créé Mentor.imo donc mentorimo.fr il y a un peu plus d'1 an. Là. Et là, le but en fait, c'est d'accompagner les gens autour du mentorat en fait. Donc le mentorat, c'est un partage d'expérience, un partage de savoir, un partage d'échecs, de réussites, qui va permettre à la personne en fait de faire le meilleur choix possible. Moi, j'ai clairement, ça a changé ma vie d'avoir un mentor. Et mon mentor était en Australie, c'était mon patron. C'est quelque chose qui, voilà, il était très très fort pour transmettre. Et ça a été un réel mentor. Donc il y a plusieurs biais pour avoir des mentors. On peut très bien, voilà, admirer quelqu'un et se servir de son expérience, de son parcours pour grandir, ou soit faire appel à des mentors qui ont fait aussi leur métier. Donc on accompagne aussi des gens sur une année en fait, pour définir la stratégie déjà la meilleure stratégie pour commencer, et on essaye de définir un cap en fait avec la personne. Donc la forcer à définir un cap pour aller vers des résultats X ou Y quoi. Et à côté de ça, on a créé un incubateur aussi. Donc l'incubateur, c'est un incubateur de rente, on l'a appelé comme ça. Là, c'est une méthode, c'est une formation en ligne qui se passe sur 60 jours et qui vous permet en fait de partir de zéro et une fois passé cette formation, d'avoir toutes les clés pour pouvoir vous lancer aussi. Parce qu'on a un coaching de 2 heures suite à cette formation, c'est complet, ouais. Bah ouais, je vois, 60 jours de formation plus un coaching, c'est une belle formation. Et mais on est obligé. En fait, l'immobilier c'est un sacré pilier d'enrichissement. Aujourd'hui, si vous cherchez à atteindre cette richesse financière, vous serez obligé, ou au moins vous allez passer par l'immobilier, la case immobilier à un moment ou un autre, c'est obligé. Et c'est pour ça que c'est important de pas commencer, de bien se former. Moi, je me suis formé énormément pendant des années avant de franchir le cap et d'aller signer mes premiers biens chez le notaire. Donc ça, c'est le maître mot. Il faut vraiment se former et acquérir des compétences pour après aller plus vite, en fait. Et du coup, dans l'accompagnement que vous faites pendant 1 an, est-ce que la personne en fait vient vous voir, vous la coachez, donc c'est quoi, c'est à raison de quoi, d'une fois par mois, enfin il y a plusieurs rendez-vous par mois ou par an, comment ça se passe? Il y a, dans le mentorat, il y aura un coaching en groupe, un coaching commun avec tous les gens qui se trouvent à l'intérieur mensuellement, et après il y a un coaching, un appel privé avec la personne personnellement par mois également. Et en plus de ça, on a un groupe où on discute ensemble, où on échange. Voilà, si quelqu'un a une question, il la pose dessus et soit nous, soit les autres participants répondent. Et le but c'est que la personne qui prend cette formation et achète un bien à la fin suivant son objectif et sa stratégie, ou ça peut même être plusieurs biens.
Bah, ça peut être plusieurs. Là, on a un participant qui a acheté une première opération, un appartement, et le fait qu'on lui ait donné quelques conseils derrière, ben, il s'est retrouvé à acheter un immeuble qu'il va découper en plusieurs apparts. Donc, comme quoi, voilà, on peut très bien acheter un seul bien, mais on peut aussi en acheter plusieurs. Il y a Ouais, il n'y a pas de limite. Non, 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 bien au contraire. Je pense qu'il faut aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, c'est d'une que tu cherches à voilà, c'est peut-être à assainir tes finances et avoir cette liberté de plus trop avoir à penser à l'argent. Et c'est super. Il faut vraiment que tu continues vers ce chemin-là. Mais par contre, voilà, faut vraiment bien te dire qu'il y a zéro limite. Nous, on a vraiment cet état d'esprit de se dire, on n'a aucune limite. C'est ce qu'on essaye de transmettre à nous mentorer en fait, et tous les gens qui nous suivent, c'est de pouvoir ne pas se mettre de barrière en fait. Tout est possible et il faut foncer. Et donc là, aujourd'hui, quel premier conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier et qui découvre un petit peu et qui ose pas se lancer par manque de connaissances ou par peur? Quel premier conseil vous pourrez lui donner? Déjà, le premier conseil, c'est de fixer sa stratégie. Vraiment Ouais. définir une stratégie et de s'y tenir. Alors, long terme ou court terme? Il faut fixer des objectifs long terme et ensuite les diviser en plusieurs étapes. Mais toutes les étapes doivent être un enchaînement qui mènerait vers l'objectif final. Ça, c'est important de fixer sa stratégie. Et évidemment, il faut que cette personne se forme. Parce que voilà, c'est pas en restant derrière un ordinateur ou dans son canapé à regarder sur internet ce qui se passe qu'elle va progresser et qu'elle va pouvoir acheter un, deux, trois ou quatre appartements. Ça, c'est clair. Donc ouais, si je récapitule, fixer déjà une stratégie, long terme, court terme avec les enchaînements, et se former ensuite. Après, les deux peuvent aller ensemble parce que je pense que quand les gens commencent à se former, on affine sa stratégie en se formant aussi, non? Bien sûr. Ouais. Ah ouais, Les deux vont de pair, ouais. c'est hyper important en fait. Le fait de se former va permettre de pouvoir dégager une stratégie, on va dire idéale en fonction de la personne et de la localisation. Moi, je commencerais personnellement par l'entourage, par bien s'entourer en fait. Si aujourd'hui vous voulez commencer dans l'immobilier et que vous êtes entouré de gens qui n'en font pas du tout et que vous fréquentez personne qui en fait, ou voilà, il n'y a pas de, vous avez personne dans votre réseau proche qui fait de l'immobilier, ça serait de commencer par ça en fait. Ça serait de commencer. Alors du coup, comment tu ferais? Parce que je parle en connaissance de cause. Hein, je me suis lancé dans l'immobilier il y a quelques années, il y a 3 ans. Hein, et j'ai vraiment eu une période où je me suis mis à fond et j'ai vraiment cette impression-là d'être seul au monde en fait. Où mes seuls amis c'était les youtubeurs ou les gens chez qui je prenais les formations, et dans mon entourage j'essayais de motiver mes amis et mon entourage, personne se lançait, et du coup j'ai toujours cette impression-là d'être un peu le seul dans dans ce délire. Et comment vous recommanderiez de trouver ces gens-là? Bah, c'est de faire partie de certains groupes, de mastermind, ouais, il y a plein de groupes sur Internet, sur Facebook qui permettent de se rencontrer et d'échanger sur différentes problématiques. Et puis après, c'est d'aller rencontrer directement les gens qui sont ancrés là-dedans, dans ton secteur, en fait. Alors moi, j'ai peut-être prêché ma paroisse, mais ça serait de rentrer chez nous en fait, tout simplement. De rentrer chez nous parce que déjà d'une, vous avez deux professionnels en fait de l'immobilier. Aujourd'hui, nous, on est professionnels, c'est notre métier en fait. Et à côté de ça, vous allez rentrer dans un groupe en fait, un groupe de clients qui ont la même mentalité que vous, les mêmes envies, la même volonté. Et ça, c'est hyper puissant. Si vous avez personne autour de vous, ou si vous êtes entouré de gens négatifs, parce qu'on est en France, et que c'est compliqué d'aller trouver de la positivité, allez chercher ça ailleurs. Et ça peut très bien passer à travers un écran. Hein. Aujourd'hui, on travaille très très bien avec des gens à travers un simple Mac. Donc, et ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc,
Donc écoutez, ouais, c'est peut-être aller vendre mon truc, mais aujourd'hui, nous, c'est ça, c'est ce kiff qu'on prend, c'est d'aider les gens et de créer un groupe, créer une team Ouais, une communauté qui s'entraide qui se pousse, quoi, sur le qui se sujet. pousse main dans la main. Et je pense qu'il y a rien de plus puissant. Après, que ce soit nous, que ce soit d'autres, bon, écoutez, je pense voilà, on n'est pas les seuls sur le créneau, mais on est les seuls, en tout cas, je pense, à avoir cette vision du mentorat. C'est quelque chose aujourd'hui qui est très très peu exploité en France, et on le mêle avec des effets un peu mastermind, donc l'effet groupé. On a notre numéro aussi WhatsApp aussi pour que vous puissiez nous contacter quand vous voulez. Donc non, c'est hyper. Moi, je commencerai par là, par m'entourer, investir. Vous avez un peu d'argent de côté, investissez sur vous et entourez-vous des bonnes personnes. Rejoignez un groupe et après, la formation arrive naturellement et derrière les résultats en découleront. Donc Mais ouais, je partage. Hein. C'est pas forcément ce que moi j'ai fait, mais je partage à 100% que c'est ce que j'aurais dû faire, tu vois. c'est pas trop tard, Thomas. J'espère. Et, euh, et du coup, l'autre conseil que j'aimerais avoir de votre part en tant que professionnel, c'est que donc là aujourd'hui vous êtes marchand de biens, donc vous faites vous vivez grâce aux plus-values que vous faites sur les biens. Mais si quelqu'un souhaiterait donc du coup accélérer son chemin vers la liberté financière, donc du coup avoir des revenus passifs grâce aux revenus locatifs, quelle est selon vous un petit peu la meilleure stratégie ou la meilleure stratégie à appliquer pour maximiser un petit peu accélérer son chemin vers la liberté financière avec l'immobilier? Bah, de toute façon, en fait, en immobilier, dès que vous allez chercher des rendements, donc de la rentabilité, ça va être assez simple. Aujourd'hui, ce qui va être le plus rentable et le plus facile, entre guillemets, à faire, ça va être de faire de la courte durée, colocation, meublé. C'est ce qui est le plus rentable en termes de rentabilité à l'instant T. Euh, Après, il y a pas. C'est colocation et courte durée, c'est ça? Ouais, C'est les deux aujourd'hui, c'est les deux petites niches les plus rentables. en Donc, location. on peut vraiment doper la rentabilité d'un appartement, par exemple, en le découpant et en louant la chambre, ça c'est sûr. Et après, en le louant à la nuitée, bah voilà, c'est pareil. Tu vas forcément. Alors du coup après c'est pas aussi, c'est peut-être aussi un peu plus chronophage après en termes d'investissement personnel, non? Tout dépend de comment tu t'y prends. Si derrière tu délègues une bonne partie, pas forcément. Mais le fait de déléguer, ça impacte pas trop ton rendement et ça fait pas revenir après sur un rendement similaire à un Non, truc longue durée? tout dépend Pas de comment forcément, tu non? t'y prends en fait. Il y a des moyens aujourd'hui pour déléguer sans dépenser des mille et des cents dans une conciergerie, dans des logiciels qui te font perdre 100 euros ou 200 euros par mois. Aujourd'hui, avec un simple message, deux, trois messages par-ci par-là, tu peux automatiser une bonne partie. Pour la courte durée, par exemple, tu as des boîtes à clés. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place qui te permettent de gagner du temps et de gagner de l'argent en même temps. Voilà. En fait, tout le monde peut le faire, mais il faut les méthodes. Il faut les méthodes pour le faire, il faut avoir le processus pour aller plus vite. Nous, ça nous a pris, voilà, je pense qu'il y a certains trucs qu'on aurait évité, certaines erreurs qu'on aurait évitées, si on s'était mieux entouré dès le début. Et moi, si je devais recommencer de zéro aujourd'hui, c'est ce que je ferais. Voilà. Je commencerai par t'entourer. Ouais, exactement. Parce qu'après, du coup, c'était une question que je voulais vous poser aussi, c'est que là aujourd'hui, tous les deux, donc vous avez créé ce projet il y a un an, c'est ça? Un an et demi? Ouais, un an, à peu près. Un an. Et comment s'est passé votre rencontre et la naissance du projet? Parce que du coup, vous connaissez depuis longtemps ou vous êtes rencontrés grâce à votre passion sur l'immobilier il y a quelques temps? Comment ça s'est passé? On se connaissait d'avant parce qu'on était au collège ensemble. D'accord. Et on s'est suivi voilà sur Facebook, sur Instagram depuis toujours, mais on s'était un petit peu perdu de vue parce que chacun a fait sa petite carrière à droite à gauche. Et le fait que moi j'étais dans l'immobilier, que Romain était dans l'immobilier, un jour on s'est dit écoute, pourquoi pas faire quelque chose ensemble. On a tous les deux envie de transmettre et d'aider les gens, donc voilà, on s'est posé la question et on est parti sur Mentora Imo. Mais la transmission en fait est venue assez naturellement.
on nous posait quand même pas mal de questions. On s'est rendu compte que, en fait, dès que vous faites quelque chose et que ce quelque chose vous apporte des résultats, les gens ont de l'intérêt pour vous et cherchent à savoir exactement ce que vous avez fait, comment vous avez fait, le truc. Ouais, dès que tu montres un peu les résultats que tu as atteints, les gens ils veulent savoir comment tu l'as fait, quoi. Ouais, mais sans même le montrer, en fait, c'est un changement. Hein. Quand tu commences à faire un peu d'argent, quand tu commences à être épanoui, tu vois, bah ça se voit Ouais. et ça finit par se savoir. Et les gens viennent naturellement te poser des questions. Et on s'est dit, voilà, ça serait cool de pouvoir se réunir, Flo et moi, sur ce projet-là en commun. Hormis voilà, on avait cette activité tous les deux déjà, mais non, c'est venu hyper naturellement. Ouais. Et là aujourd'hui, en termes de temps, enfin vous consacrez combien de temps en proportion entre Mentorimo et votre boulot entre guillemets de marchand de biens? C'est quoi la proportion? Vous passez autant de temps l'un que l'autre ou vous consacrez plus de temps maintenant à Mentorimo? Comment vous vous organisez? Moi, je dirais que c'est 50-50. Ouais, à peu près. C'est moitié-moitié. Mais pour tous les deux, il n'y en a pas un qui fait l'un et l'autre qui fait l'autre. C'est Non, non. Après, sur la partie marchand de biens, on est trois, donc comment dire, on se divise les tâches un petit peu. Sur la d'accord. partie mentor IMO, on est deux. Romain est plus sur la partie ordinateur, on va dire, pas administratif, mais plus informatique, et moi je suis sur d'autres parties. Mais non, je pense que c'est vraiment du 50-50, ouais. Et on s'occupe en fait de nos clients souvent le soir. Mm. Donc tous les masterminds, tous les lives sont le soir. Tous les calls sont à partir de 17h30. Mais voilà, c'est vraiment aujourd'hui notre activité nous principale, c'est d'être marchand en fait. On se dirige aussi vers de la promotion un peu. On n'en a pas encore fait, mais c'est un souhait. Alors c'est quoi que vous appelez la promotion? Donc la promotion en fait, c'est souvent de la construction. Donc tu vends sur plan en fait, si tu veux. Ok. Tu vends sur plan quelque chose qui n'existe pas en fait. Donc Ok, admettons, ouais. tu trouves un terrain, tu décides de construire un bâtiment avec X logements dedans. Bah, à partir du moment où tu vas en vendre un certain pourcentage, les travaux pourront démarrer. Et non, c'est vraiment un souhait pour nous de switcher un peu vers ça aussi, de faire du marchand, quelques activités de promotion par-ci par-là. Et après, Mentorimo, bah, c'est du kiff en fait. C'est du pur kiff de pouvoir aider les gens. De partager et d'aider, quoi. Ouais, on fait pas ça pour le business. Si vraiment on voulait faire ça pour le business, bah écoute, on mettrait des sous dans la pub beaucoup plus agressivement qu'on le fait aujourd'hui. Mais non, c'est un kiff on veut pas créer une communauté de 20 000 personnes. On veut des gens de qualité avec qui on se comprend en fait et qui nous comprennent. Et et puis voilà. On n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Moi, je suis fils de paysan. Je viens d'une famille modeste. Donc, on n'est pas né, on n'est pas né avec des mille et des cents. Euh, donc, ça a été très très dur. Mais ce côté-là est hyper bénéfique pour la suite. Donc, si aujourd'hui vous partez de zéro et que voilà votre situation vous freine par exemple pour passer à l'action, bah moi je dirais que la contrainte en fait, la difficulté va vous renforcer en fait dans vos futurs projets. Donc c'est bien. C'est ça, parce que justement, enfin, je vois très bien ce que tu veux dire sur la mentalité, c'est que quand tu es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, justement, t'as plus tendance aussi à aller chercher les choses, à te motiver Exactement. et à vraiment te donner pour les choses, et t'attends pas que les choses soient servies sur un plateau. Et c'est pas parce qu'on a une situation pas forcément favorable au début qu'on peut pas y arriver. Au Non, contraire. t'as pas le choix en fait. Tu vas te dire, bah, si moi je veux arriver à ce niveau-là, il faut que je me bouge et il faut que je passe à l'action. Donc forcément, tu vas mettre les choses en place qui petit à petit vont faire que dans 10, 15, 20 ans, voire même avant, bah, t'auras réussi à atteindre tes objectifs. Alors qu'une personne qui a déjà tout, bah, elle reste végétée à un niveau Ouais. qui n'est pas intéressant, quoi. Non, et puis l'IMO c'est un sacré pilier.
même si aujourd'hui vous avez des activités, par exemple, vous avez une entreprise qui marche très bien, vous serez forcément obligé de passer par l'IMO pour faire un peu de défisc, et pour construire même pour vraiment un placer de l'argent, futur, quoi. diversifier aussi, quoi. Ouais. Donc c'est bien pour tout en fait. C'est bien pour commencer de zéro, sans mettre le moindre centime. Moi, je me suis bâti sur 0 €. Hein, et je suis rentré en France en 2015, il y a 5 ans. Je gagnais très bien ma vie en Australie, mais j'ai tout dépensé dans le voyage. Je me suis vraiment gavé niveau voyage et ça m'a coûté très très cher. Donc je suis parti de zéro et comme quoi, on peut le faire. Si moi je l'ai fait, vous pourrez le faire. Donc voilà, c'est ouvert à tous. Et là aujourd'hui, combien, enfin en tant que marchand de biens, combien d'opérations immobilières vous faites en moyenne par an? Alors en général, on va faire 3, 4 OP, mais c'est des OP, c'est des grosses OP. C'est des OP avec des bâtiments en fait qu'on va diviser avec entre 7 et 11 lots, le max qu'on ait fait. Donc quand je parle de lots, c'est des appartements. C'est de 7 à 11 appartes. Et voilà, on fait. Donc ça va être 3 opérations, mais toujours sur quand même des grosses opérations, quoi. C'est pas 3 appartements, c'est plutôt 3 immeubles en général que. C'est plutôt 3 maisons immeubles qu'on va découper allez, entre 5 et 10 lots à peu près, quoi. D'accord. Et ça, je suppose que tout ce qui est découpage de lots, ça pareil, c'est des choses où il faut bien se former, je pense. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre et lire, c'est des choses où faut bien savoir ce qu'on fait, quoi. Sur tout ce qui est découpage, c'est ça. On va tendance à dire c'est le deuxième step en fait. Ouais, c'est l'impression que ça m'a donné aussi, c'est que on commence par investir dans un studio ou dans un T2, puis après l'étape suivante, c'est l'immeuble de rapport ou le découpage de l'eau. Vous me confirmez? Ça peut être vu comme ça. Alors après, certains commencent directement par des immeubles, tant mieux, mais c'est vrai que si on doit faire de la découpe, il y a des choses à savoir, des choses qui sont importantes à connaître pour pas se retrouver un an plus tard à débourser 40, 50 000 € de plus parce qu'on savait pas qu'il fallait faire telle ou telle chose. Non, c'est comme la construction, division, construction, même du découpage foncier, des lotissements, tout ça. Pour commencer, c'est peut-être pas la meilleure stratégie si vous avez aucune expérience dans la rénovation, dans les travaux, dans la construction, dans l'immobilier de manière générale. Si vous n'avez pas d'expérience, commencez peut-être pas par ça. Commencez par des petites choses. Voilà, des petits studios, un petit appart. On le loue, on fait un petit peu de peinture et on le loue et puis on voit. Et on apprend comme ça petit à petit. Puis aussi on voit si ça plaît, parce que peut-être pas tout le monde est fait aussi pour l'immobilier, quoi. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire bah non, moi j'ai un locataire, c'est pas mon truc, ou les travaux c'est pas mon truc. C'est aussi un test de faire commencer petit, non? C'est ça, c'est un test et puis ça permet aussi de se rassurer. Pour ceux qui ont un peu des doutes. Pas prendre trop de risques. Voilà, c'est commencer entre guillemets petit, c'est sûr, mais ça permet pour certains de se rassurer et de pouvoir ensuite, si jamais ça leur plaît vraiment, de connaître les bases d'un achat pour partir sur d'autres opérations ensuite en étant beaucoup plus serein. Après, on en reviendra à l'entourage. Tout dépend en fait. Tout dépend aussi si vous êtes entouré. Comment vous êtes entouré et les déclics que vous allez avoir avec les gens que vous fréquentez tous les jours. Là, on le voit avec un client qui aurait très bien pu. Il avait aucune connaissance dans l'immobilier, vraiment novice. Et il part sur un truc assez gros qui pourrait faire peur à plus d'un. Mais en fait, tout dépend aussi de votre rapport au risque. Si vous avez tendance à foncer un peu tête baissée et voilà, vous irez peut-être un peu plus vite aussi. Tout dépend en fait. Il y a un certain nombre de facteurs aussi à prendre en compte. Il y a des gens qui commencent avec des immeubles entiers. Premier investissement, un immeuble avec 10-15 lots, et ça fait pas peur. Je dirais que tout dépend de votre niveau d'état d'esprit aussi, et de votre rapport au risque. Et après, de manière générale, si on parle d'investissement plus global, est-ce que vous avez déjà diversifié un petit peu vos investissements, par exemple, hors immobilier?
par Ouais. exemple sur la bourse ou sur la SCPI ou de l'immobilier de commerce, des choses comme ça? La bourse, ouais. Forcément un petit peu de crypto-monnaie aussi. Ouais, Tout ce qui est matière, matière précieuse, donc or, argent. ouais. Je sais que moi j'ai diversifié là-dedans. C'est Et sur des actions, ETF, des choses comme ça? sur des ETF, non. Sur de la SCPI non plus, comme tu en parlais. C'est bien de diversifier, je pense. C'est bien d'avoir plusieurs revenus entre guillemets complémentaires. Voilà, ça permet d'avoir un pied dans chaque chaussure, on va dire, et de pouvoir s'en sortir si une se casse la gueule, ben, sur les deux ou trois autres que vous avez mis en place. Mhm. Faut faire, euh, faut faire travailler l'argent. Garder de l'argent sur un compte en banque, ça ne sert à rien. Bah, ça nous appauvrit surtout en ce moment, avec l'inflation qui Exactement. est plus forte. Exactement. Les plus riches, moi, généralement, ont pas beaucoup d'argent sur leur compte, mais beaucoup d'actifs à tourner. Et, euh, et c'est une stratégie qui marche. Moi, je suis pas Ouais. mal IMO et crypto et entreprise. Donc, je suis en train de monter une autre boîte là en ce moment. Et donc, j'investis de l'argent aussi dedans. Mais, euh, Ok. mais voilà. Mm. Il faut diversifier. Il faut, Mais la il Ouais, bah, c'est diversification, la clé, de toute façon. C'est l'investissement, c'est la base aujourd'hui pour demain être beaucoup plus serein financièrement. Comme tu dis, hein, laisser son argent sur des comptes bancaires, aujourd'hui, t'es plus perdant que gagnant. Ça, c'est certain. bon, sauf si t'as un livret A. Hein. Le livret A, il compense en fait. Tu seras pas forcément perdant, mais au moins tu peux. Bah, le livret A, c'est Un peu, bien tu perdras pour pas. une épargne, pour ton matelas de financier, quoi. Avoir ton épargne de précaution, c'est quand même important d'avoir de l'argent sur le livret A Ouais. en cas d'imprévu. Mm. Mais c'est sûr que le remplir tous ces livrets à fond, je suis Ouais. pas certain que ce soit très très pertinent. Ouais. Faut toujours avoir de l'argent liquide en fait, de l'argent, des liquidités qui sont faciles à sortir. Euh, Mm. la crypto par exemple, c'est top pour ça. Euh, ça reste de l'argent qui peut travailler très très bien et qui peut, le jour où vous en avez besoin, qui peut être très liquide. Euh, le livret A, moi j'en ai pas, j'ai quasiment, j'utilise pas en fait, j'utilise pas tous ces systèmes-là parce que ça ne m'apporte pas grand-chose. Mais il y a plein de techniques, plein de trucs à savoir autour de tout ça. Ouais. C'est ça. Non, après, c'est important, je pense, quand on a décidé d'investir, d'essayer de déterminer un petit peu sur quoi on va aller et combien il faut garder entre guillemets, de côté, Ouais. si jamais il arrive quelque chose, quoi. Donc, Et du coup, ce fameux argent de côté que vous avez, si vous avez pas de livret A, vous le mettez sur quoi du coup? moi, je garde ça pour ce que j'ai de côté et qui me sert pour la vie de tous les jours, je le garde sur mon compte courant. Ok, Ouais. Moi c'est pareil. Voilà. d'accord. Je Ok. vais être franc avec toi, moi je garde 30 000 euros en fait. Je garde 30 000 euros de côté, liquide. Ouais, J'ai un en compte cas en de. France Ok. qui dort. Et tout le reste est réinvesti en actifs. Donc voilà, là pour le coup c'est de la crypto-monnaie. Moi, j'investis sur des cryptos, sur des machines de minage, euh, Ok. Ouais, dans l'univers crypto de manière dans générale, pas l'univers seulement crypto sur de manière générale et le dans les Bitcoin et les entreprises altcoins. et dans des boîtes. Ouais. Ok. Et si on revient juste un moment sur l'immobilier, donc là, bon, aujourd'hui, vous vous concentrez sur le fait de faire marchand de biens. Est-ce que vous avez encore des biens qui tournent et qui vous apportent des revenus locatifs? Vous avez encore certains biens que vous gérez ou plus du tout? Moi, j'ai toujours des appartements qui tournent, euh, avec des locataires sérieux et qui me rapportent toujours des revenus locatifs, quoi. Mais le but est, D'accord. à terme, Combien tu en as à peu près? de revenus locatifs. Non, de biens. J'en ai trois qui tournent. J'ai une quatrième enfin c'est une maison qui va arriver, euh, Ok. plus pour la rentrée prochaine. Et après, le but étant d'arbitrer ces biens-là euh, dans un moyen court terme, on va dire, pour pouvoir réinvestir sur la partie achat-revente assez rapidement. Et moi j'en ai plus non, j'en ai plus du tout. J'ai plus aucun revenu locatif aujourd'hui.
Mais c'est Ok, tu vis à 100% de l'activité de marchand bien maintenant. Je vis à 100% de mes investissements. Ouais, de mes investissements divers et variés. Et C'est beau. mais ouais, c'est après c'est un moment. Ça fait ça fait 6 mois que j'en ai plus, quelque chose comme ça. Mais voilà, là j'en ai pas en ce moment parce que c'est pas j'ai pas trouvé, j'ai pas l'envie non plus d'en avoir. Et je préfère qu'on attende. Moi, je préfère en tout cas attendre avant de réinvestir. Enfin, c'est ma période de vie qui fait ça. Euh, mais non, j'en referai du locatif, bien sûr. C'est important de faire les deux. En tout cas, nous aujourd'hui, on fait de l'achat-revente, mais on va pas aller conseiller aux gens de faire que de l'achat-revente. C'est bien de faire les deux. C'est bien si vous avez la possibilité de faire les deux, faites les deux. Franchement. Et est-ce que vous conseillerez comment dire, de faire du locatif classique loin de chez soi ou pas forcément? Alors pas du tout. En tout cas pour ma part, pas du tout. C'est quelque chose qu'on. Après, tout dépend à quel niveau vous êtes. Tu commences aujourd'hui dans l'immobilier, aller chercher à 600 km de chez soi, c'est une connerie parce que tu pars sur un marché que tu maîtrises pas. On peut faire du business partout, concrètement. Et l'immobilier est un business. Et il y a 46 000 méthodes pour faire de l'immobilier. Et même si vous êtes dans un patelin avec 300 habitants, je dirais que si vous n'êtes pas trop con, si vous avez les bonnes stratégies, le bon entourage, j'en reviens toujours au même truc, voilà, vous allez pouvoir faire du cash en IMO. Mais non, aller chercher de l'immobilier pour commencer, aller la chercher super loin, moi je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ok, je t'avoue que je partage cet avis aussi. Je voulais avoir votre ressenti Après, là-dessus. peut-être dans une seconde étape, tu vois. C'est quelqu'un qui. Ouais, voilà, quand tu as déjà franchi quelques étapes, que tu en as quelques-uns et que tu es à l'aise avec ça et que tu sais déléguer aussi. Parce que c'est pareil, en fait, tout dépend du stade dans lequel t'es. T'es dans un stade aujourd'hui où tu gagnes, par exemple, moins de 500 000 euros par an. Reste chez toi. Mais non, tu gagnes très très bien ta vie, tu gagnes plus que ça. J'ai envie de te dire, tu vas rentrer dans des cercles qui vont te permettre aussi d'investir à droite à gauche, sans même que tu sortes le petit pied dehors. Donc, Ouais, parce que tu auras tellement de choses que tu peux déléguer qu'au final, tu n'auras pas les exactement. soucis qu'a le petit particulier qui va acheter un studio à l'autre bout de la France, quoi. Exactement. Et puis il y a toujours des endroits autour de chez soi où c'est possible de le faire en fait. Bien sûr. Bon, c'est sûr qu'à Paris c'est peut-être plus C'est un peu compliqué. plus compliqué, ouais. Enfin, Mais niveau rendement, en tout cas, c'est plus compliqué. extérieur de Paris, je suis sûr que voilà, sans sortir à 600 km, en faisant 100 bornes, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose qui soit réalisable. On a tous une ville autour de chez nous qui potentiellement a des prix attractifs et qui peut permettre d'investir, que ce soit pour faire de l'achat-revente ou que ce soit pour faire du locatif. Donc aller investir à 600 bornes de chez soi pour prendre le train, l'avion, engendrer du stress, etc. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Du moins d'entrée de jeu, quoi. D'accord, c'est intéressant votre point de vue. Ce qui est dur, en fait, c'est pas forcément d'aller chercher de la rentabilité à l'instant T. C'est parce que trouver, voilà, vous allez sur le Bon Coin aujourd'hui, vous trouverez des biens. Si vous avez la bonne stratégie d'exploitation, vous allez pouvoir faire du rendement là-dessus. Maintenant, faire du rendement en locatif à l'instant T, c'est une chose, mais être gagnant du début jusqu'à la fin, donc de l'achat à la vente, ça c'en est une autre. On voit tellement de personnes investir dans l'immobilier parce que c'est rentable et parce que si je fais de la colocation et que je fais du meublé, vu que je vais avoir des loyers et un crédit, je vais gagner de l'argent quand même entre les deux. Mais le jour où ils le revendent, il y en a beaucoup qui tirent la langue aussi. Donc c'est important de bien acheter. C'est hyper important de bien acheter et c'est un truc à maîtriser ça. Quand tu dis bien acheter, c'est-à-dire acheter au bon prix ou acheter au bon endroit? Acheter au bon prix et si possible acheter en dessous du prix du marché. Ouais. D'accord. Nous, toutes nos affaires, on les fait comme ça. On achète rarement au prix du marché. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Qui a un potentiel particulier. Ouais, voilà.
Mais non, c'est l'affaire, elle se fait à l'achat, hein, clairement. La revente, c'est la petite pépite, c'est la cerise, quoi. T'es content de, t'es con... Voilà, c'est la finalité de ton boulot, quoi. Pouvoir ressortir de l'opération assez rapidement si besoin et dégager du bénéf. Voilà. S'il n'y a pas de bénéf à la sortie, c'est pas bon. Financièrement, c'est pas une bonne opération. Ok. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. Avant de terminer, je voulais vous parliez, vous en avez déjà parlé pendant l'interview, mais vous nous rappelez rapidement un petit peu ce que vous proposez sur le site. Vous nous parlez un petit peu de l'incubateur, de la formation et du coaching que vous faites. Ouais. Bah écoute, pour ceux qui seraient intéressés par ce qu'on fait, on a un site qui s'appelle Mentor-Imo, donc mentorimo.fr. Là-dessus, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec nous. Donc, si vous le souhaitez, on pourra en discuter pendant 45 minutes, 1 heure ensemble, pouvoir essayer de vous aiguiller au maximum gratuitement. Et si vous voulez passer tout de suite à l'action, on a l'incubateur en fait qui est disponible sur notre site web, qui vient de sortir. Hein. L'incubateur, il a 3 semaines, 1 mois, c'est tout frais. D'accord. Donc voilà, c'est une méthode pas à pas à suivre, avec un coaching au bout de la formation. Et si vous suivez la formation, pas à pas, au jour par jour, comme on vous le dit, vous aurez les résultats. C'est quasi Garanti, ouais. Super, merci pour les précisions. Juste avant de terminer, je vais vous poser juste 2 questions que je pose à tous mes invités. Donc la première qui se rapproche vraiment plus de mathématiques, c'est savoir si vous pouvez me dire un petit peu, vous, quelle est votre façon de gérer votre budget à tous les deux. Comment te dire ça? Si vous en avez une. Alors moi, je suis assez minimaliste dans ma vie en fait, en règle générale. Je suis assez minimaliste, mais à la fois j'ai des sports qui me coûtent très cher. Donc je dépense beaucoup d'argent dans des sports en fait, le kitesurf, le vélo, ça coûte des sous. Et en gestion, en fait, je maîtrise pas grand-chose, pour être franc avec toi. Moi, je me focus plus sur mes rentrées que sur mes sorties. C'est quelque chose que j'ai appris de mon mentor en Australie. Tu t'assures au moins que tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Ah oui, bien sûr, largement. Ah oui, oui. En fait, quand je dis, voilà, je maîtrise pas, si je maîtrise, mais je me focus pas sur mes économies en fait. Je me focus vraiment sur plus les rentrées d'argent que sur l'économie. Après, j'essaye de, voilà, j'ai toujours vécu modestement. J'ai pas besoin de grand chose en fait. Moi, j'ai pas besoin de vivre dans un château. Je vis dans un 30 mètres carrés. Je suis locataire. Ça me coûte. Et tout va bien, quoi. Ça me coûte, ouais, voilà, c'est ça. Ça me coûtera quasiment rien par rapport à mes rentrées, donc voilà. Voilà comment je gère mon peut-être Flo est plus carré que moi là-dessus. Vas-y, Flo, on t'écoute. Pas forcément, j'ai envie de dire. Je suis plus du genre à me concentrer, comme tu le disais, sur mes revenus. Et après, sur mes revenus, je vais épargner une partie. C'est jamais forcément la même chose. C'est une épargne fixe que tu mets ou non? C'est une épargne variable? Il y a une partie fixe et il y a une partie en fonction de ce qui rentre. Je le place ou je le place pas. Et après, par contre, un conseil que j'utilise et que je fais souvent, c'est que je succombe pas à mes premières envies. Voilà, je vais voir une paire de chaussures qui va me plaire. Pas parce qu'elle va me plaire que je vais l'acheter tout de suite, quoi. Je vais réfléchir, j'ai essayé de la trouver ouais, tu vas quand même prendre le temps de comparer. Qu'il a proposé. Voilà, je vais comparer, et puis le jour où je trouverai la bonne opération, voilà, je l'achèterai. Et c'est pareil, je suis assez minimaliste, j'ai pas besoin de grand chose. J'essaie d'acheter des trucs qui se gardent sur la durée. C'est vraiment important de savoir à peu près vos besoins en fait, vos besoins primaires en fait. Donc tout ce qui va être, je sais pas moi, vos charges que vous aurez en vivant normalement. C'est important de
de les noter. Moi, je sais que j'ai un tableur où j'ai toutes ces dépenses. Ah, donc quand même, t'as un petit peu de rigueur alors quand même, si tu notes tes charges fixes. Mais il n'y en est pas, je l'ai fait une fois, je le regarde jamais. Ouais, mais t'as déjà fait, au moins, t'as pris le temps quand même de faire l'exercice, de voir voilà, quelles sont tes charges de fixe par rapport à ce que tu gagnais. Enfin, déjà, t'assurer que t'avais pas tes charges fixes démesurées par rapport à ton niveau de vie. Non, totalement. Non. Bah non, ça serait risqué de faire ça quand même. Bah moi, j'insiste parce que c'est un des premiers conseils que je donne toujours quand même aux personnes qui ont des problèmes avec leurs finances personnelles, c'est commencer par là en fait. Déjà, listez vos charges fixes et regardez par rapport à votre revenu la proportion. Et que si vous dépassez 50% de charges fixes par rapport à vos revenus, c'est que il y a peut-être de l'optimisation à faire à ce niveau-là déjà. En fait, à un moment, ça se fait inconsciemment. Moi, je l'ai eu fait cet exercice-là, mais maintenant, j'en ai plus spécialement besoin, tu vois. Parce que je pense après quand tu arrives aussi peut-être à un certain niveau, voilà, t'as une certaine sérénité financière parce que t'as un revenu qui est peut-être plus confortable. Tu sais, comme tu dis, t'es minimaliste, donc dans tous les cas, tu dépenseras pas plus. Enfin, t'as pas des dépenses qui sont non plus excessives, et tu sais que tu vas dégager de l'excédent tous les mois. À partir de là, t'as pas forcément besoin de te poser les questions en fait. Ouais. Parce que t'as déjà des bonnes habitudes. C'est ça. Et je pense que c'est des habitudes enfin pour moi en tout cas, qui sont pas innées, mais qui sont issues de mon éducation en fait, tout simplement. Ouais. Mais ce que j'allais dire, et moi c'est là où je tourne tout, enfin un peu les valeurs de mon blog, c'est tout ce qui est autour de l'éducation financière. C'est que en France malheureusement on n'a pas d'éducation financière, enfin on n'a pas une super éducation financière, et ça dépend quand même beaucoup de comment on a été éduqué personnellement, et ça dépend enfin voilà de beaucoup de choses qui se sont passées quand on était petit ou comment on a grandi, et suivant cette éducation là, on va pas forcément consommer de la même manière, on va pas épargner de la même manière, on va pas voir l'argent de la même manière, et c'est ce qui va résulter après de ce qu'on devient et comment on va gérer nos finances personnelles, quoi. C'est ça. Ouais, totalement. Alors du coup, dernière question, juste ma dernière question que je pose à tous mes invités, donc je pose à tous les deux, c'est quel est le livre qui vous a le plus marqué? Alors pour moi, c'est Père riche, Père pauvre. Ah, très bon choix. Ouais, Père riche, Père pauvre, avec mon mentor en Australie en 2014. Ça a changé radicalement ma vie. Un classique sur les finances personnelles, du coup. Ah, gros classique. Très bon choix. T'as manipulation et influence aussi, que j'ai bien aimé. Ah ouais, j'ai adoré aussi. Et vu que Romain a dit Père riche, Père pauvre, je vais devoir en trouver un autre. Ah, il en a dit deux en plus, hein. Il a dit, c'est influence manipulation, c'est Robert Cialdini, c'est ça? Ouais, c'est ça, totalement. Mais en fait, je me suis dépêché de le dire, Flo, parce que je sais que toi, t'es beaucoup plus un bouquineur que moi. Si tu avais dit Père riche, Père pauvre, derrière, j'avais plus grand chose en stock. Donc, en fait, il y en a plein des bouquins. Il y en a plein. C'est compliqué à dire. C'est vrai que Père riche, Père pauvre, c'est the bouquin. C'est the bouquin. C'est celui qui a fait comprendre à beaucoup de gens. Après, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu différent, mais c'est l'autobiographie du fondateur de Nike. Ouais. Mais là, c'est plus. Alors, on parle. Sur l'entrepreneuriat. Comment? C'est plus axé entrepreneuriat, du coup. C'est plus axé entrepreneurial, et ça parle aussi beaucoup de persévérance. Voilà, le mec, il a jamais rien lâché pendant toute sa vie. C'est un monstre de persévérance. Il est parti de que dalle, et il avait une idée. Il a mis en place cette idée, et il a jamais rien lâché. Et c'est peut-être un des livres qui m'a le plus marqué de ce point de vue-là, quoi. Après, des livres, il y en a des masses, hein. Les bouquins de Napoléon Hill, par exemple, voilà, c'est pareil, hein. Je les ai tous dans ma bibliothèque. Après, l'immobilier reste de l'entrepreneuriat, hein. Oui. On le disait, faut vraiment voir ça comme de l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous voulez commencer dans l'immobilier, c'est un premier pas, en fait. On se rend peut-être pas compte au début, mais c'est un premier pas dans ce monde magique qui est le monde d'entrepreneuriat. Donc, ah, c'est clair. Je partage à 100%. C'était ma première expérience aussi là-dedans. Ok, bah écoutez, merci infiniment à tous les deux pour votre temps et pour les conseils que vous avez donnés à tous les auditeurs. Merci à toi.
Ouais, donc j'invite vraiment tout le monde à aller visiter le site, la Mentorat Imo, et d'aller voir ce que propose l'incubateur et regarder les rendez-vous gratuits, parce que si vous êtes intéressé par l'immobilier, je pense que Florian et Romain pourront, enfin voilà, c'est vraiment des personnes qui sont expertes là-dedans et qui pourront vous donner des conseils avec bienveillance et vous faire profiter de toute leur expérience. Totalement. Donc n'hésitez pas et foncez. Alors, c'est Mentorimo, hein. Mentorimo.fr. D'accord, Mentorimo. Mais merci à toi. Merci pour la correction. N'hésitez pas, en tout cas, nous, ça nous fera plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir notre monde. Exactement. On est là pour votre réussite et on travaille tous main dans la main, avec des gens comme Thomas, par exemple. Donc écoute, merci à toi, Thomas, et puis à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.